Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la Borrelia burgdorferi ou la maladie de Lyme. Alors c'est une infection bactérienne transmise à l'homme par une piqûre de tique. Donc la maladie de Lyme n'est pas très connue en France, on va dire. Elle commence à faire parler d'elle, d'accord. L'autorité sanitaire française donc considère encore la maladie de Lyme comme une maladie rare et comme étant une infection difficile à attraper et qui peut être combattue avec une simple antibiothérapie à courte durée. Courte durée, c'est 2 à 3 semaines. Et cette autorité sanitaire française nie l'existence de la forme chronique de cette infection. Voilà. Or, les cas sont de plus en plus nombreux en France et la maladie se propage à vitesse grand V en Europe. Il existe 2 tests en France, 2 tests, pas les autotests, parce que les autotests on peut s'en procurer assez facilement, mais une fois que les autotests sont faits, il y a 2 tests en France sanguins, des tests sanguins suite à une prise de sang. Le premier test s'appelle ELISA, c'est un test immunofluorescence indirecte, et le deuxième est le test de Western blot. Mais il s'avère qu'en fin de compte, aucun test actuellement ne donne un résultat sûr à 100%. Le test ELISA donne beaucoup de faux négatifs et le test Western blot est un peu plus poussé, mais là, pas totalement fiable non plus. Il faut savoir qu'après avoir été piqué par une tique, la bactérie se cache parfois longtemps, voire plusieurs années. Il s'avère que ça peut rester caché longtemps. Un médecin américain qui s'appelle Anthony Williams considère que nous sommes tous porteurs de la maladie sans le savoir et sans avoir aucun symptôme. Voilà. Ensuite, pour certaines personnes qui se sont fait piquer, sachez que de toute façon, un premier test ne peut pas se faire entre 1 mois ou 2 mois parce que on va dire que la maladie se cache et qu'aucun test ne se fera des négatifs de toute façon à ce moment-là. Quand vous êtes en première phase, c'est-à-dire quand vous avez été piqué, vous pouvez aussi n'avoir aucun symptôme ni aucune rougeur au niveau de la piqûre. Ça dépend. Et de toute façon, tous les tests faits pendant cette période-là, c'est-à-dire à partir de la piqûre entre 6 à 8 semaines, vous avez tous les résultats, tous les tests, que ce soit sanguins ou d'autotests, seront négatifs. Voilà. Alors, lors de la deuxième phase, alors la première phase, qu'est-ce que vous pourriez éventuellement avoir comme symptômes? Des choses que vous n'allez pas du tout faire le rapprochement. Peut-être une petite fatigue, ou peut-être un petit peu de fièvre, ou peut-être un petit état grippal, mais sans écoulement de nez par exemple, des choses comme ça. Mais vous n'allez absolument pas faire le lien. Ou sinon, vous pouvez aussi avoir quelques petits fourmillements aux pieds, aux mains. C'est très anodin, quoi. Donc vous n'allez absolument pas faire le lien. La phase numéro 2, qui va survenir plusieurs mois après la piqûre, elle apparaît, mais avec des symptômes classiques auxquels on ne pense pas non plus, mais quand même un peu plus corsés. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Fatigue chronique, asthénie, syndrome grippal avec ou sans fièvre, et toujours pas forcément avec le nez qui coule, donc vraiment les symptômes grippales, mais sans avoir les inconvénients. Une migraine, beaucoup de migraines, surtout pour des gens qui n'en font pas, ça peut être aussi une question à se poser si tout va bien. Difficulté de concentration, perte de mémoire, vertige, confusion, état confus, on cherche ses mots, on bafouille, on a du mal à parler, ça peut arriver. Douleur le long des trajets nerveux, douleur articulaire et arthrite. Voilà, ça c'est lors de la deuxième phase. Donc c'est des informations que j'ai trouvées sur internet. Et la troisième phase survient quelques mois après la deuxième phase, qui est déjà pas mal. Et la troisième phase c'est vraiment
des douleurs qui va ressembler à de la fibromyalgie, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite au genou, au coude, aux hanches, épaules, poignets, avec observation de gonflement de l'articulation concernée par exemple, des manifestations nerveuses et oculaires et manifestations respiratoires et cardiaques. Voilà, donc ça c'est pour le classique, c'est des informations qu'on trouve facilement sur internet. Donc je vais donner un témoignage, le mien. J'ai été piquée plusieurs fois par des tiques cette année. Et il faut savoir que j'étais aussi piquée, je crois qu'il y a 3 ans, une fois. Mais là c'était en Bretagne et j'étais piquée en Ardèche, plusieurs fois. D'ailleurs c'était tellement mal situé que j'ai demandé qu'on m'aide à les ôter. Alors, c'est pour ça que j'ai ces petits pinces à tiques. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Une grande et une petite. Voilà. Ce sont tout simplement des pinces pour animaux. Vous voyez? Avec l'explication derrière, comment les utiliser. Vous ne mettez absolument rien sur une tique, aucun produit dessus pour l'enlever ou pour la ôter. Il faut absolument utiliser ça. Si vous mettez un produit sur une tique, elle va éjecter sa bactérie ou les bactéries qu'elle est en train de transporter par instinct de survie. Donc là, quand une tique vous pique, elle ne vous a pas encore forcément inoculé de bactéries. Et toutes les tiques ne sont pas forcément porteuses de la borréliose. D'accord? Donc, pas de panique, vous l'enlevez. Moi, j'ai été piquée une fois ici, entre ces deux parties-là, mais de la main droite. Donc, étant droitière, j'ai quand même demandé qu'on me l'enlève avec ça, parce que c'est vraiment très très mal situé. Donc ici, j'ai été piquée. Et la deuxième fois, dont je me rappelle, parce que ça me grattait, donc je me suis grattée, donc je ne sais pas si j'ai pas fait une mauvaise chose, c'était à l'arrière du genou. On ne le voit pas bien, voilà. Et j'ai aussi été piquée dans la même période, donc je suppose que j'ai été piquée quand je suis arrivée en Ardèche, c'était au mois de mars. J'allais souvent en forêt, herbes très hautes, fougères, etc. Donc les fougères à l'époque étaient bien hautes, elles arrivaient à mi-cuisse, voire un peu plus haut, entre mi-cuisse et la taille, donc voilà, et tout pour choper des tiques, voilà. Donc, la deuxième fois, c'était à l'arrière du genou. Pareil, je me suis fait aider pour qu'on me l'enlève parce que se tord dans tous les sens pour l'enlever. Mais je me suis quand même grattée parce que voilà. Donc, je ne peux pas dire. Ensuite, je ne me rappelle plus trop exactement cette année quand est-ce que j'ai été piquée. Il faut juste savoir que j'ai fait une sorte d'attaque neurologique le 7 juillet de cette année, 2018. Alors, comment ça a été... Alors, comment je l'ai vécu D'abord, sensation de confusion mentale, ne plus arriver à penser, ne plus arriver à avoir la... Et puis, assez rapidement, une paralysie totale du côté droit, c'est-à-dire du pied jusqu'à la tête. Et ce qui m'a le plus surpris et presque amusé, c'est de voir que le côté droit était paralysé, c'est-à-dire que mes poumons, côté droit, étaient paralysés. Je ne respirais pas du côté droit, le poumon ne répondait pas, j'étais vraiment paralysée, le bras, la jambe, tout, j'étais paralysée. Alors, je ne sais pas si j'étais en phase 2 ou en phase 3, je suppose que j'étais en phase 2 puisque je n'avais aucun symptôme avant, aucune... je ne pense pas avoir eu quelque chose avant, je n'ai pas aucun souvenir d'avoir eu quelque chose avant. Donc maintenant que je suis suivie par des médecins, je sais que c'est une attaque neurologique que j'ai faite au mois de juillet. Bon. Je ne pouvais pas conduire, pas penser, pas réfléchir. La personne avec qui je vivais à l'époque aurait dû m'amener aux urgences, ça n'a pas été fait. Mais il aurait mieux fallu. Donc si un jour vous voyez quelqu'un qui fait ça, donc effectivement, étant un peu paralysée, il aurait fallu que la personne aide à m'habiller et à me mettre dans la voiture et m'emmener obligatoirement aux urgences. Parce qu'en phase 2, il y a moins de séquelles qu'en phase 3. Et encore, je vais revenir sur ce sujet-là. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain,
j'ai médité, puis de toute façon j'étais paralysée, donc j'en ai profité pour méditer, penser, réfléchir, me recentrer. Et le lendemain, je pouvais marcher, respirer, tout allait bien. Donc ça, c'était au mois de juillet. Juillet-août, je pense que j'ai aucun... Mi-août, fin août, je me rappelle de commencer à avoir mal au bras. Mais comme il y a eu un délai d'un mois à peu près entre cette attaque neurologique que j'ai pas comprise à l'époque, j'ai même pas fait le rapprochement avec la tique, avec la maladie quelconque. Je n'ai même pas été sur internet pour savoir les symptômes, rien du tout. Donc, je pense que c'est fin août, je commençais à avoir mal au bras, ne pas pouvoir lever comme ça le bras, comme ça, tendu, le bras droit, je pouvais plus. Bon, je me suis dit, comme tout le monde, j'ai mal dormi, j'ai dormi sur mon bras, ça va passer. Bon. Fin août, septembre, la douleur commence à progresser, et puis au point que fin septembre, j'ai beaucoup de mal à passer les vitesses de ma voiture. Et je me suis dit, c'est bizarre, comme je pensais que j'avais fait un faux geste, j'ai été sur internet pour voir tendinite. Je me suis dit, je me suis fait une tendinite. J'ai jamais fait de tendinite de ma vie. Donc j'ai été voir des vidéos sur le sujet. Je me suis dit, j'ai fait une tendinite. Donc je vais écouter un peu les conseils qu'on donne sur les vidéos pour régler le problème. Donc j'ai fait les exercices, tout ça, tout ça. Il y avait des hauts et des bas. Donc voilà. Ça, c'était donc fin septembre. Voilà. En plus, je suis pas quelqu'un qui forcément... il me faut vraiment beaucoup pour que je me considère en danger ou quelque chose. Donc, voilà. Donc ça c'était septembre. Fin septembre, alors après, qu'est-ce que c'est? Octobre. Octobre, avril, la douleur augmente. J'ai de plus en plus de mal à lever le bras. Donc ça, c'était même plus la peine. J'arrivais à peine à le lever comme ça. Et alors, dans ce sens-là, n'en parlons pas. Sur le côté, ça devenait quasiment impossible, je ne pouvais plus le faire. Donc je ne pouvais pas aller plus loin que ça, côté du bras droit. Je ne pouvais pas aller comme ça, absolument pas. Je pouvais à peine et avec douleur aller comme ça. Donc ça, c'était au mois de septembre, octobre. Fin octobre, je ne m'écoute pas. Je suis obligée de déménager. Je déménage, je prends sur moi. J'ai eu énormément de choses d'être aidée dans ce déménagement parce que toute seule j'aurais jamais pu avec un bras en moins. Et après on se dit on a une tendinite, on déménage, forcément on stimule le muscle, on se refait mal, donc c'est normal que la douleur augmente. J'arrive dans une région nouvelle, je n'ai pas de médecin, ici ils sont en pleine restructuration, donc on m'a dit de toute façon, premier rendez-vous c'est le 21 novembre. À partir du 19, il déménage, revenez quand on sera ouvert, donc le 21 novembre, je vais les voir pour mon bras. J'avais mal au cou. Et là, j'avais aussi un état grippal. Je me sentais pas traque, pas fiévreuse, mais un état grippal. Je me suis dit, donc je ressens presque le début de la maladie. Je me dis, je vais voir le médecin à ce moment-là, je lui dis, bon, je pense que je suis en état grippal, j'ai mal au cou, c'est tendu, il sent que c'est tendu tout ça. Pour lui, c'est articulaire, comment je pourrais dire, c'est mécanique. Pour lui, c'est mécanique, c'est parce que j'ai mal au cou que je ne peux pas lever le bras. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus lever le bras comme ça. Donc, c'était même pas la peine, ça, c'était plus la peine, ça, c'était plus possible. Et lever... Rien que le bas, pour lever le bras, pour s'habiller, ça commençait à devenir difficile et douloureux. J'ai pas dit aussi que la douleur arrivait à me réveiller la nuit. Ça en est là. Donc je pense que ceux qui ont une fibromyalgie, ça doit ressembler à ce genre de douleur musculaire, derrière le dos, qui parfois vous réveille la nuit. C'est un véritable plaisir, c'est-à-dire que dès que vous dormez sur le bras douloureux, ça vous réveille. Bon. Donc là, c'est pour ça que j'ai été voir le médecin, parce que je me suis dit, une tendinite qui fasse ça, c'est bizarre. Bon, il me donne des antidouleurs, de l'ibuprofène, et puis un relaxant musculaire qui s'est avéré être un médicament qu'on donne aussi pour des antidépresseurs. Bon, et va de soi que je les ai arrêtés rapidement. Quand j'ai vu ce que c'était, je les ai pris 2 jours. Alors... et puis surtout, j'ai vu que ça n'enlevait pas trop la douleur, que voilà.
Donc, je me suis dit, surtout au départ, ne lis pas, prends-les, lis pas. Mais bon, j'ai craqué, au bout de 2 jours, j'ai lu. J'ai vu que c'était des antidépresseurs qui me donnaient. Je me suis dit, ça me plaît pas du tout, j'arrête tout. Bon. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas une tendinite. Le médecin n'a pas vu que c'était une tendinite. J'ai fait un flashback. Je me suis quand même rappelé que j'ai fait une attaque neurologique, même si à l'époque, je pouvais pas donner de nom. Je me suis dit, j'ai chopé la maladie de Lyme et je peux vous confirmer aujourd'hui que je l'ai. J'ai fait un autotest qui est revenu positif, mais j'ai fait un test sanguin qui est revenu négatif, sauf une partie qui était positive, mais tout le reste étant négatif, on a considéré, mon médecin actuel considère que je ne l'ai pas. Mais voilà, moi je sais que je l'ai, et depuis longtemps. Donc, avant de continuer sur le sujet de la maladie de Lyme, je vais simplement vous dire ici les préventions. Comment faire pour ne pas se faire piquer par une tique? Déjà, quand vous êtes en forêt, si vous allez vous promener en forêt, chaussures montantes et pantalons et t-shirt manches longues. Privilégiez les produits répulsifs. Faites-vous un contrôle minutieux après la promenade. À deux, c'est mieux parce que derrière, c'est très difficile, surtout au niveau des pliures, hein, les genoux, tout ça, voilà. Et regardez vos animaux aussi. Et après, un truc tout bête, surtout renforcez votre système immunitaire. Alors en forêt, évitez les herbes hautes, les sous-bois et les bois. Marchez au milieu des chemins. Et ces consignes-là sont valables toute l'année, et plus particulièrement entre avril et octobre. C'est une période propice au printemps, au développement, printemps et août, hein, attention, printemps et été, c'est une période propice au développement des nymphes, des bébés. Ils ne se voient pas, ça ne se voit pas. Bon, alors, pour revenir sur les répulsifs, je vous mettrai en lien dans la vidéo tous les noms techniques, tous les produits que vous sachiez retrouver facilement. Donc, il y a des produits naturels qui sont un produit répulsif, qui sont à mettre sur le col de vos vêtements, le bas de pantalon et le bas des manches poignets. Alors, attention, ces produits répulsifs sont contre-indiqués pour les femmes enceintes et pour les enfants et les personnes immunodéprimées. Si vous avez besoin d'aller en forêt, etc., que vous n'avez pas de répulsif, pour vous, utilisez la citronnelle si vous en avez voilà, si vous n'avez rien d'autre. Mais privilégiez quand même les répulsifs, comme ça vous partirez plus tranquille. Ensuite, alors je reviens sur le sujet. Si vous avez été piqué par une tique, pas de panique, ne rien mettre dessus. Je rappelle, ne surtout rien mettre dessus. Prenez une pince spéciale pour l'ôter afin qu'elle ne libère aucune bactérie ou virus dans votre sang. D'accord? Ensuite, pour le renforcement immunitaire, et bien évidemment, c'est manger sainement, privilégier la vitamine D et C. Ensuite, il y a des traitements, qui on va dire naturels, que je vais mettre en lien. Alors, ces traitements naturels, je vais vous les énumérer là, mais vous les retrouverez aussi en détaillé. Vous avez l'argent colloïdal, la thérapie Berson, l'hyperbarique oxygène thérapie qui s'appelle HBOT, la machine Rife, le TikTox, ce sont des huiles essentielles, et la vitamine C. Voilà. Alors, attention, c'est pour ça que les tests sanguins actuels ne sont pas fiables à 100%. C'est que la tique ne transmet pas forcément la Borrelia quand elle pique. Donc je reparle, la Borrelia burgdorferi. Bon, elle peut être aussi accompagnée d'autres virus, bactéries et protozoaires. Je vais mettre toute la liste en détail dans la vidéo. Alors, maintenant, à partir de ce moment-là, je vais rentrer dans un côté un peu plus spirituel. Donc là, c'est moins technique, c'est un peu plus ouvert. Donc, vous avez eu tous les renseignements techniques sur la maladie de Lyme. Vous pouvez vous arrêter là. La vidéo, elle est finie pour vous. Maintenant, je vais m'ouvrir à pourquoi on attrape la maladie de Lyme,
comment elle se déclenche, pourquoi on peut être porteur de la maladie pendant 10 années, que d'un seul coup, elle se déclenche. Et je vais retourner sur mon témoignage. Bon. Donc, comme je vous disais, la maladie peut attendre plusieurs années avant de se montrer et elle apparaît lors d'un traumatisme, soit physique, soit affectif. Alors, en fin de compte, la bactérie va attendre que notre système immunitaire soit affaibli pour qu'elle puisse se développer tranquillement. Alors, qu'est-ce qui favorise, qu'est-ce qui rend déjà, qu'est-ce qui affaiblit notre système? Et donc là, on va dire déjà physiquement, et après je parlerai psychologiquement. Donc physiquement, ça peut être la moisissure, le fait de respirer dans la moisissure, dans des lieux, dans des habitations. Ça rentre dans nos poumons, ça nous affaiblit. Les plombages avec amalgame de mercure. Le mercure sur toutes ses autres formes, donc éventuellement certains vaccins ou autres types d'inculcation du mercure. Les pesticides, les herbicides, les insecticides, les piqûres d'araignées, les piqûres d'abeilles, la peinture fraîche, tous les produits chimiques. Et l'atteinte et le traumatisme affectif, ça va être décès, grand désespoir, maladie d'un proche. Pour revenir sur mon témoignage, 2018, j'apprends le suicide d'une personne très proche de moi. J'apprends aussi le cancer de ma meilleure amie. Je me mets en couple et je redéménage, etc., etc. Donc plein de trucs affectifs qui m'arrivent en 2018. Comme je vous l'ai certainement dit dans notre vidéo, le 2018 a été pour moi une énorme année de bouleversement et de travail et d'épreuves. Donc effectivement, quand vous vivez ce genre de choses, très rapidement, en très peu de temps, ça vous affecte. Voilà. Alors, pour revenir sur les antibiotiques, j'aurais dû en parler dans la première partie, mais c'est pas grave. Alors, pourquoi éviter les antibiotiques qu'on vous donne? Surtout que alors en phase 2, ils vont vous donner des antibiotiques pour 2 semaines, en phase 3 pour 3 semaines. Alors, pourquoi les éviter? Parce qu'en fin de compte, le problème, déjà, la tique ne va pas forcément vous inoculer que la borréliose, mais aussi d'autres virus, comme je vous avais dit, bactéries et protozoaires. Et en plus, les antibiotiques ne font pas de distinction. Elle va détruire, donc là, les antibiotiques vont détruire à la fois les bons et les mauvaises bactéries. Parce qu'on a des bonnes bactéries en nous, elles nous protègent. Donc elle va tout tuer. Donc en fin de compte, les antibiotiques vont nous affaiblir encore plus. Et là, la Borrelia, elle va adorer. Elle adore les antibiotiques. Elle s'en nourrit et elle va être encore plus forte. Donc ça vous affaiblit. C'est la pire chose à faire quand on a la maladie de Lyme, c'est de prendre des antibiotiques. Donc privilégiez d'autres méthodes qui va justement aider votre corps à aller mieux, donc privilégier la vitamine D et C par exemple, et une alimentation beaucoup plus saine. Voilà. Ensuite, pour un ordre un peu plus spirituel, une amie m'a expliqué que la maladie de Lyme viendrait quand nous ne sommes plus dans notre chemin de vie. Je dirais même plus quand il y a ça, je ressens aussi le fait qu'on n'arrive plus à s'aligner régulièrement, comme si on était dispersé, vous voyez, qu'on n'allait pas, mais surtout aussi quand on a l'impression de dévier un peu notre chemin de vie. Elle dit que pour guérir de cette maladie, il faut déposer les armes et revenir à son chemin de vie, coûte que coûte, duquel on s'est éloigné. Il faut suivre son âme inconditionnellement. Il faut vraiment écouter qui on est, sans tricherie, il faut y revenir quoi qu'il arrive. Donc, aujourd'hui, je ne peux absolument pas bouger le bras droit. Je vais faire une batterie de test. Donc là, ce qu'ils m'ont demandé de faire, c'est radio du dos, radio des poumons, radio du... Ils cherchent, ils comprennent, mais comme le texte sanguin
Western blot est revenu négatif, sauf une ligne positive. Mon médecin actuel a écarté cette possibilité. Moi, je commence à avoir des douleurs quand je penche la tête, par exemple. Actuellement, c'est comme ça. J'ai des douleurs au niveau de la colonne, par exemple. Je commence aussi parfois à avoir des douleurs au poignet, mais pas forcément du côté droit, du côté gauche. Mon cœur bat la chamade parce que il lutte contre la douleur. Donc ça, c'est tout à fait normal. Si votre cœur bat plus vite, ne vous inquiétez pas. C'est juste le corps qui essaie de gérer la douleur que vous avez. Donc certains gestes deviennent difficiles. C'est peut-être ça, l'arthrite ou l'arthrose, je ne sais pas. Mais au niveau des doigts, quand je bouge les doigts, parfois ça me fait mal. J'ai eu aussi parfois 2 jours de suite à peu près des douleurs derrière les yeux. Ça peut arriver, il me semble, en souvenir, quand on est dans un état guéripal, avoir des sortes de douleurs derrière les yeux. Voilà les sensations que j'ai eues. Voilà, là je peux bouger le bras comme ça, mais je ne peux absolument pas lever l'épaule. Vous voyez la différence? Tout ce côté-là est douloureux et dur au niveau du cou. Donc pour lui, mon médecin actuel, c'est purement mécanique pour lui. Donc lui, il recherche au niveau des os, d'où la radio qu'il veut me faire passer. Et puis voilà. Donc, cette vidéo, c'était juste pour vous donner mon témoignage. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de cette maladie. Comprenez aussi l'origine psychologique de cette origine. Donc, si vous avez eu un choc émotionnel ou un choc physique important, donc moi, je les ai tous accumulés. Hein. La nouvelle du cancer de ma meilleure amie, un décès, tout ça très rapproché. Le fait de le savoir va vous aussi permettre de vous guérir aussi. Regardez bien dans le lien les méthodes naturelles que je vais vous proposer. C'est pas moi, je vais vous donner aussi le lien d'où viennent ces données. Un lien très sérieux qui est fait par un médecin très sérieux. Je ne vous donne aucune information qui n'a pas été écrite par un médecin. Alors, en France, nous sommes obligés de suivre un protocole précis pour cette maladie de Lyme et très peu nient l'existence de cette maladie de Lyme. Donc actuellement, je ne suis pas traitée pour la maladie de Lyme et je peux vous dire, tant mieux. Comme ça, je n'ai aucun médicament à l'heure actuelle, je n'ai aucun antibiotique. Donc je vais pouvoir me soigner moi-même. Être sûr de ce que l'on a, c'est le meilleur moyen de pouvoir se guérir. Comprendre l'origine de cette maladie est aussi une très bonne chose, parce qu'on va aussi pouvoir gérer l'origine de ce problème psychologique ou ce qu'il y a à traiter là-dessus. Connaître le déclencheur aussi peut être important, parce que le décès que j'ai vécu en début d'année, j'ai eu beaucoup de culpabilité là-dessus. Connaître aussi que sa meilleure amie a un cancer m'a fait beaucoup souffrir psychologiquement. Presque avec un sentiment de culpabilité pour diverses raisons. Donc voilà, savoir l'origine spirituelle, psychologique et l'origine physique sont importants pour soigner, il faut les deux. Donc, c'était juste un petit topo sur la maladie de Lyme. Regardez bien tout ce que je vais mettre sous la vidéo et n'hésitez pas à me contacter sur Facebook si vous avez des questions, car je sais où trouver certains produits qui ne sont interdits en France, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bonne soirée, je pense que ça va être ma dernière vidéo de l'année. C'est bientôt Noël, je vais passer Noël avec mes filles, je suis heureuse, et puis tous mes vœux. Bonne fête de Noël et bonne fête de fin d'année. Et si je ne fais pas de vidéo en début d'année, bonne année 2019. Gros bisous et à bientôt. Bye.